Est-ce que le jeu Hogwarts Legacy est antisémite? La réponse est non, probablement pas. En fait, vous avez probablement entendu parler des différentes polémiques entourant la sortie du jeu Hogwarts Legacy, la principale étant sur les malheureux propos transphobes qu'a tenu l'auteur depuis les 3 dernières années, depuis 2020. Propos d'abord assez sous-entendus, mais qui ont été par la suite soutenus par des actions qui laissent effectivement entendre que l'autrice, malheureusement, n'est pas très en faveur des personnes de la communauté trans. Ce qui est très malheureux, évidemment, surtout aujourd'hui en 2023. C'est des propos, évidemment, qu'on n'endosse pas et qu'on doit condamner aujourd'hui, je pense. Par contre, il y a une nouvelle polémique, cette fois-ci un peu plus historique, hein, puis considérant que je suis historien, ben, je pense que c'est important de l'adresser. La polémique entourant l'antisémitisme dans le jeu vidéo. Alors, sans donner de spoiler, il faut savoir que l'intrigue principale tourne autour de la rébellion des Gobelins. Donc, on est environ 100-150 ans, à peu près, là, à la fin du 19e siècle, dans l'univers d'Hogwarts Legacy. C'est ça, qui se déroule environ un siècle avant l'univers d'Harry Potter. Et on est à une période où le monde des sorciers, ben, il est moins, on va dire, évolué dans ses mentalités que justement, l'univers d'Harry Potter. Et même l'univers d'Harry Potter, qui se déroule un peu plus proche de notre époque, manque un peu d'ouverture, hein. Les elfes sont toujours en esclavage, les gobelins sont toujours un peu asservis et condamnés à un rôle de gestionnaire financier, finalement, de la Banque des Sorciers. Rôle un peu plus enviable que le rôle d'esclave des elfes, mais quand même. Et ben, on apprend que justement, les gobelins se sont déjà rebellés et tout ça. Ils sont, on va dire, assez drôlement caricaturés. Il y a plein de petites références comme ça qui laissent à penser qu'il y aurait potentiellement des red flags au niveau de l'antisémitisme et d'autres choses comme ça. Les gobelins, ben évidemment, l'univers d'Harry Potter ne les a pas inventés. J.K. Rowling n'a pas inventé les gobelins. C'est des créatures qui existent depuis les années 70-80, telles qu'on les connaît aujourd'hui dans l'univers de Donjons Dragons, où on voit les gobelins représentés comme étant des espèces de petits soldats pas trop agréables, hein, vraiment des gens qui attaquent en groupe le plus possible en grand nombre, si possible en grande armée, qui sont poltrons, qui sont lâches, qui évitent la confrontation sauf s'ils sont en groupe. Et ben, c'est des petites créatures malveillantes qui vivent dans les cavernes, qui ont un long nez, des grandes oreilles, qui sont petits, un peu trapus, puis qui ont de la tout sauf amicale et qui ont de la tout sauf d'aimer les créatures comme les humains. Donc, déjà, on a cette représentation-là dans l'univers de Donjons et Dragons, qui est une représentation qui a teinté le restant des univers de fantasy. Et c'est une représentation qui provient de beaucoup plus loin en réalité que l'antisémitisme et le régime nazi. Ça provient vraiment de la mythologie. Dans la mythologie nordique, on a la présence de gobelins. Dans d'autres mythologies également, comme les mythologies celtiques, on a des représentations de gobelins également. Et ces représentations-là, ben justement, représentent les gobelins comme étant des petites créatures, soit malveillantes, soit dérangeantes. Donc à ce moment-là, on a un peu cette dynamique-là. Donc là, on a cette première représentation-là qui évolue dans le temps, jusqu'à l'arrivée de l'univers du fantasy de Donjon Dragon dont je parlais. À partir de là, ben, il y a des gens qui ont comme réadapté, justement, les gobelins, l'univers de Warcraft en étant une. L'univers de Warcraft, justement, qui représente les gobelins comme étant des industriels, des hommes ou des femmes d'affaires financiers, financières qui, justement, exploitent les gens comme ils le peuvent, exploitent les ressources comme ils le peuvent. On a la fameuse réplique, là, justement, Time is money friend, qui gâte justement les gobelins. On voit qu'ils sont beaucoup à l'argent, on voit que vraiment, là, c'est un peu des industriels et des banquiers assez véreux. Et eux aussi sont représentés petits, trapus, avec un long nez et des grandes oreilles. Mais cette apparence-là des gobelins, ben, elle provient de loin. On parlait de la mythologie nordique, on parlait de Donjons et Dragons, on parlait de potentiellement d'autres références qui ne me viennent pas à l'esprit sur le coup, mais clairement, on creuserait plus loin et on en trouverait. Donc à ce moment-là, je pense pas qu'on puisse parler vraiment d'une corrélation entre justement les caricatures des Juifs qui circulaient à l'époque du régime nazi, où on les représentait comme étant des hommes trapus, justement des grandes oreilles, un long nez. C'est souvent la caricature qu'on voit physiquement là, justement des Juifs, leur fameux long nez. Le fait que c'était, tu sais, on les stéréotype comme étant tous des banquiers, des marchands qui veulent un peu arnaquer le monde, puis se faire de l'argent sur le dos des gens et tout ça. C'est sûr que c'est une caricature, une propagande nazie qui circulait beaucoup à l'époque. Puis qu'après ça, ben, on regarde les gobelins dans l'univers d'Harry Potter, on se dit, mais c'est quasiment la même chose. Dans l'absence de preuves, de citations officielles, c'est dur de dire si vraiment c'est fait exprès. Moi, je pense personnellement que vu les références mythologiques passées avec les gobelins, vu ce qu'on voit dans l'univers de Warcraft, par exemple, vu ce qu'on voit dans l'univers de Donjons et Dragons et la lointaine, justement, apparence mythologique, je pense pas que la caricature des Juifs et la caricature des Gobelins soient véritablement associables, bien que ça se ressemble. Par contre, au niveau de la caricature du banquier et du financier, sans citation officielle, c'est dur de dire si c'est vraiment le cas, mais on peut penser que peut-être qu'il aurait pu avoir un lien. C'est sûr que rendu là, c'est vraiment laissé à la libre interprétation des gens. Donc ça, c'est vraiment les premiers points qui blessent. L'autre point qui blesse le plus, c'est le point sur le fait que les gobelins se rebellent. Et ben justement, on essaie d'empêcher une rébellion de gobelins menée par un gobelin teinté de magie noire et
associés à des sorciers noirs et qui essayent un peu, par ambition ténébreuse, de non seulement libérer les gobelins, mais de prendre le contrôle du monde aussi. Donc, à ce moment-là, on arrête un fameux bad guy, comme on dit en anglais, assez typique, un peu comme on voit avec Voldemort dans l'univers d'Harry Potter, qui essaie de mener une rébellion, de prendre d'assaut là, finalement le monde des sorciers et le monde humain en général, et d'en prendre le contrôle. Sauf que les gobelins, dans leur histoire, ont eu des rébellions où ils ont essayé de se libérer du joug des sorciers qui les condamnent à un rôle d'esclave financier, si on peut dire ça comme ça. Et à ce moment-là, ben, dans ce jeu-là, c'est un peu ça qu'on voit. Par contre, il faut remettre en contexte, dans l'univers d'Hogwarts Legacy, on est à la fin du 19e siècle. Historiquement parlant, l'humanité a à peine aboli l'esclavage il n'y a pas si longtemps que ça pendant la guerre de sécession américaine. Et on est encore un peu dans une mentalité où justement tout ce qui est différent de nous, on a tendance à le stigmatiser, à le raciser et à le mettre de côté. Et là, en plus, on est dans un univers des sorciers que la misère a évolué, même jusque dans les années 90 avec le monde d'Harry Potter. Donc, à ce moment-là, ce qu'on voit dans Hogwarts Legacy, c'est potentiellement des choses, des représentations d'inégalité, oui. C'est potentiellement des valeurs qu'on ne veut pas prôner forcément dans la société. Effectivement, on en convient. Donc, d'une certaine part, les critiques ont raison, mais il faut remettre en contexte qu'on est à une époque où les mentalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on est même dans l'univers d'Harry Potter à une époque où la mentalité n'a pas encore tout à fait évolué. Donc, à ce moment-là, il faut remettre dans son contexte et se remettre vraiment dans les mentalités de l'époque où se déroule le jeu. Puis, ben, pour les associations, comme je le disais, par rapport à la caricature des Juifs, je pense que c'est une part de hasard, une part peut-être d'erreur involontaire, beaucoup plus qu'autre chose. Donc, c'est ma position sur le sujet, mais libre à vous d'en discuter, libre à vous de donner votre interprétation, votre opinion sur le sujet. Si vous l'avez, ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Personne ne s'attend à l'Inquisition, ou plutôt, comme dirait Monty Python, nobody expect the Spanish Inquisition. L'Inquisition espagnole, qui est tant reconnue en fait dans la mémoire collective à travers le cinéma, à travers les émissions, à travers les jeux vidéo également. Il y a beaucoup de jeux vidéo et d'univers fantastiques qui mettent ça de l'avant, qui font des parallèles en le twistant finalement dans leur univers fantastique. Mais l'Inquisition, en réalité, ça provient d'où? Ben écoutez, pour remonter dans l'Inquisition, il faut aller vraiment remonter au 13e siècle, dans les années 1230 en Europe occidentale en fait, là, dans pas mal toute l'Europe. C'était vraiment un ordre, en fait, un groupe d'individus qui était fait pour débusquer finalement des gens qui pouvaient faire preuve d'hérésie envers la religion catholique. Parce qu'à cette époque, tranquillement pas vite, l'Église voulait resserrer son contrôle face à des mouvements comme les Vaudois et les Cathares qui essaimaient de plus en plus en Europe. Et devant justement ces oppositions-là à l'Église catholique, ben, on a commencé par prendre des moines dominicains et franciscains, d'ordre de moines donc, pour agir à titre d'inquisiteurs, c'est-à-dire enquêteurs. Parce que dans le mot latin inquisitio, ça veut dire tout simplement enquêteur, justement en latin. Donc à ce moment-là, ces fameux enquêteurs étaient dépêchés par l'Église dans les communautés locales. Ils étaient responsables en fait de différents territoires à travers l'Europe et ils devaient travailler avec les autorités locales dans un premier temps pour enquêter sur les potentiels hérétiques qui pouvaient sévir dans les villes et les villages. Alors, ils usaient de différents moyens pour ça. En fait, ils allaient de l'interrogatoire, que ce soit collectif ou individuel, par le confessionnal, travailler avec les autorités locales pour les juger dans des procès. En dernier recours, ben, ils pouvaient se servir aussi de la torture, qui a été de plus en plus utilisée au fil du temps, à travers les années 1200, 1300, 1400 et en continuant. C'était fait pour trouver les hérétiques dans les campagnes. Avec le temps, on a vu un autre ordre d'inquisition commencer et essaimer en Europe, plus particulièrement en Espagne. Vous me voyez venir, c'est la fameuse Inquisition espagnole. Et oui, personne ne s'attend encore une fois à l'Inquisition espagnole. Cette Inquisition, en fait, qui a été fondée à la base pour la Reconquista espagnole, donc la reconquête, en fait, de l'Espagne par les royaumes catholiques. Et contrairement à la première Inquisition religieuse catholique qui avait juridiction et autorité seulement sur les catholiques, l'Inquisition espagnole, dans le territoire de l'Espagne, pouvait juger non seulement les catholiques, mais pouvait aussi juger les non-catholiques, donc les juifs, les musulmans qui se trouvaient en Espagne. Et ben, il pouvait carrément les capturer, les interroger et les forcer à se convertir au catholicisme. Et ben, il y a eu quelques abus reportés là, justement de torture et de moyens très, très, très extrêmes là, justement autour de la torture pour justement soutirer des aveux et forcer des conversions. Donc, c'est de là que vient finalement le mythe en partie sur les inquisiteurs qui sont apparemment tous des gens qui abusent de leur pouvoir, qui utilisent le bûcher pour brûler moindrement ce qu'ils considèrent comme hérétique ou comme une sorcière. Ben, c'est un peu de là que vient ce mythe en partie. L'autre partie d'où vient le mythe, en fait, on doit remonter un peu plus au 19e siècle.
avec les auteurs au début du 19e, en fait, qui ont développé une thèse comme quoi, justement, les inquisiteurs sont, de manière générale, tous des gens qui brûlent les personnes à qui mieux mieux, en fait, et qui abusent de leur pouvoir, un peu comme on le voit avec le prêtre dans Camelot. Ben, finalement, l'histoire nous prouve que c'est en partie vrai au sens où il y a certains inquisiteurs qui pouvaient abuser de leur pouvoir, mais la torture en tant que telle n'était pas encouragée. Et il y a vraiment une différence marquée entre l'inquisition religieuse et l'Inquisition espagnole. Donc, à bien retenir pour la suite des choses. Les Vikings. Et loin de là l'idée de parler justement des fameux guerriers qu'on a, là, l'image, la fameuse image avec le guerrier avec un casque à cornes, une peau de fourrure sur les épaules, qui est sanguinaire, qui tue tout ce qui bouge, puis qui fait juste piller de l'or. Loin de là cette idée-là. Aujourd'hui, avec les recherches historiques qui ont été faites, cette image-là, elle est pas mal dépassée, elle est pas mal brisée d'un bout à l'autre. Et on continue d'ailleurs de démanteler justement tous les préjugés sur les Vikings. Et ça me fait plaisir d'en parler parce que ben, je porte plusieurs chapeaux dans la vie, hein. J'ai le chapeau d'intellectuel historien, de créateur de contenu. J'ai le chapeau également de tripeux d'arts martiaux. J'ai fait beaucoup de jiu-jitsu, un peu de karaté, un peu de taekwondo également dans ma vie. Et beaucoup, beaucoup d'escrime surtout et de combat martial viking avec des vraies armes en acier. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Et donc, lorsqu'il est question de Vikings, bien évidemment, ça me fait toujours plaisir d'en parler et de débusquer tous les mythes par rapport à ça. Et il y en a un qui est sorti qui a capté particulièrement mon attention, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est un article qui est paru dans la revue Science et Avenir. Donc, un article, en fait, où il parle d'une découverte qui a été d'abord rapportée dans la revue Plus One, où il parle d'une découverte dans des sépultures appartenant à l'époque viking. C'est souvent ce qui arrive, en fait, là, dans les trouvailles, les découvertes qu'on fait à travers l'histoire et particulièrement, ben, justement, l'archéologie. C'est qu'on va souvent trouver des nouvelles interprétations, des nouvelles façons d'interpréter le passé à travers les trouvailles archéologiques qu'on fait. Et il y a une découverte récente, en fait, qui a été faite dans une tombe, le cimetière Eatwood Mound, dans le Derbyshire, qui est apparemment le seul lieu d'inhumation viking connu des îles britanniques, nous dit l'article de Science et Avenir. Daté de la fin du 9e siècle, il est associé à une grande armée du Nord qui a hiverné à proximité de Lepton entre 873 et 874. Bon, ce qu'il faut savoir, une petite remise en contexte, c'est que les expéditions vikings, et non, tous les Scandinaves n'étaient pas des Vikings, mais par contre, la plupart des Vikings étaient tous des Scandinaves. Viking, c'est une profession de pillard et d'explorateur. Ce n'est pas une culture, ce n'est pas un peuple. Retenez ça pour la suite. Donc, les expéditions vikings dans le 9e siècle, donc à travers les années 800, ont beaucoup essaimé en fait à travers l'Angleterre. C'est ce qui explique en fait que dans le Derbyshire, ben, on a ce cimetière-là de Heathwood Mound qui a fait l'objet de justement d'une nouvelle découverte. En fait, ils ont retrouvé des restes d'une expédition viking qui aurait séjourné là à l'année 873-874. Et dans cette trouvaille archéologique-là, en fait, il y avait les restes de 3 humains, d'un cheval, d'un chien et probablement d'un cochon qui ont pu être exploités par les chercheurs de l'université de Durham qui ont conduit les recherches sur le site archéologique. Un échantillon néanmoins suffisant par contre pour établir, grâce à une observation des rapports isotopiques, c'est ça, du strontium que les 3 animaux, tout comme l'un des individus, étaient très probablement originaires de la région du bouclier baltique et étaient morts peu de temps après leur arrivée en Grande-Bretagne. Donc, grosso modo, ils ont utilisé des méthodes scientifiques très précises pour identifier autant les humains que les animaux comme étant vraiment des gens qui provenaient des pays scandinaves. Et c'est intéressant d'ailleurs, je vous ai sorti, si vous regardez à la droite, vous l'avez probablement déjà remarqué depuis le début de la vidéo, cette image-là, en fait, qui provient de la tapisserie de Bayeux. La tapisserie de Bayeux, c'est une tapisserie qui a été faite à la fin des années 1000, donc après les années 1060, donc après la bataille d'Hastings, en fait, en 1066, par Guillaume le Bâtard, plus communément appelé Guillaume le Conquérant, qui était un Normand, duc de Normandie, et qui est devenu roi d'Angleterre après la bataille d'Hastings. Et là, il a décidé de raconter sa conquête et de l'imager à travers une longue tapisserie de plusieurs mètres, qui est exposée à, vous l'aurez deviné, Bayeux, et originellement dans la cathédrale, mais maintenant dans un musée dédié à sa conservation. Et donc, on remarque dans l'image à droite que ben, les Vikings qui débarquent pour se battre à la guerre, pour se préparer hein, à la bataille d'Hastings, on le rappelle, ben, vous remarquez, ils débarquent les chevaux du bateau. Donc, même dans l'iconographie de l'époque, on a des traces comme quoi les expéditions vikings, oui, amenaient des hommes, oui, amenaient des richesses. Oui, évidemment, c'était pour ramener des richesses souvent. Donc, ils voyageaient léger pour ensuite revenir beaucoup plus stockés que ce qu'il était au départ. Mais aussi, ils amenaient avec eux leurs animaux parce que dans la mythologie, on pourra peut-être en parler dans d'autres articles au courant des prochaines semaines. Ben, il y avait une très forte signification, une très forte présence des animaux dans la mythologie nordique. Et donc, ça pourrait expliquer, entre autres, pourquoi, ben, justement,
Les Vikings avaient souvent tendance à amener des chiens, des chevaux, des cochons peut-être même, dans un but de colonisation. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Diablement Historique. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir un peu plus de contenu, vous pouvez me suivre sur twitch.tv/hell_frank et également écouter mes autres épisodes de podcast sur Balado Québec et Spotify.